Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons cet atelier avec un retard dû à quelques difficultés de transport et d'accès, et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Je vous présente Catherine Beauvillain qui va réaliser cette masterclass. Elle est dirigeante de Symphonie Finance, qui est un cabinet de fusion-acquisition, et depuis 3 ans, elle préside l'association Femmes Chefs d'entreprise des Hauts-de-Seine. Elle est diplômée d'expertise comptable en France et aux États-Unis. Elle est aussi formée à la négociation et à la médiation. Catherine a contribué aussi, et c'est important de le souligner, à la création du réseau Entreprendre dans les années 90. Et elle accompagne depuis 25 ans les cédants et les repreneurs qui se posent plein de questions, repreneurs et repreneuses, bien sûr. Ils se demandent entre autres quel type d'entreprise reprendre, quelle activité choisir, comment financer l'achat et surtout où trouver l'entreprise à acheter. Catherine les aide à sécuriser leurs projets pour qu'ils soient sereins, et elle a elle-même repris plusieurs entreprises qu'elle a dirigées durant 10 ans. Elle maîtrise parfaitement toutes les étapes d'avant, d'après, reprises pour les avoir personnellement vécues. C'est une experte en transmission d'entreprise. Elle va vous présenter en une vingtaine de minutes les éléments clés d'une reprise réussie, et nous répondrons aux questions du chat jusqu'à 10h30. Celles qui n'ont pas pu être prises en compte, nous les noterons pour vous revenir vers vous, donc n'hésitez pas à nous les communiquer. Merci à vous. Merci Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter Juliette. Juliette a 42 ans, elle habite La Rochelle. Juliette adore la nature. Elle passe ses week-ends dans le jardin. Elle se forme à la permaculture. C'est ça qui la fait vibrer. Le week-end, Juliette travaille. Elle est chef de projet, elle manage une équipe de 30 personnes. Tout va bien, ça se passe bien. Ça se passe bien, sauf que Juliette s'ennuie quand même. Alors, oh surprise, cet été, elle a touché un héritage. Boum, 500 000 € qui arrivent sur son compte en banque. Ça change la face des choses quand même, hein. Alors, elle en met la moitié de côté pour les impôts, évidemment, parce qu'elle ne va pas y échapper. Et puis l'autre moitié, elle se demande ce qu'elle va bien pouvoir en faire. Et elle se dit, finalement, pourquoi pas reprendre une entreprise? Oui, mais quel type d'entreprise? Est-ce que c'est pas un peu risqué? Comment je vais m'y prendre? Combien ça coûte? Il y a 100 000 questions qui se bousculent dans la tête de Juliette. Alors, Juliette, c'est peut-être l'une d'entre vous, derrière vos écrans. Vous êtes plus de 200 femmes connectées ce matin pour cette masterclass. Mais Juliette, ça peut aussi être Martin. Martin, lui, il est passionné de chocolat. C'est un gros gourmand. En fait, Martin, il est en train de négocier un gros chèque pour son départ dans son entreprise. Et lui aussi, il rêve de reprendre une entreprise. Donc, peut-être que Martin aussi est connecté derrière cet écran et attend des réponses à ces questions. Donc, ce que je vous propose, c'est pendant une quinzaine de minutes, je vais vous présenter les 3 clés essentielles pour reprendre une entreprise et réussir son projet. La première clé, c'est quelles sont vos envies et vos talents. La deuxième clé, c'est le bon lièvre. Alors, si vous restez connecté, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de lièvre. Et la troisième clé, c'est comment on s'y prend pour que ça soit réussi et sécurisé. Alors, la reprise d'entreprise, finalement, homme ou femme, ça ne change pas grand-chose, c'est la même chose, c'est le même processus, c'est le même parcours. Ce qui change, c'est que on a quand même 70% des repreneurs qui sont des hommes. Alors, où sont les femmes? Est-ce qu'elles ont peur? Est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur qui les gêne? Ce sont peut-être des croyances limitantes. Donc, mesdames, je vous propose d'ouvrir grand vos oreilles et oser avoir de l'audace et de l'ambition, et vous allez comprendre que vous aussi, vous pouvez reprendre une entreprise, vous êtes aussi légitime que les hommes. Alors, première clé, vos envies, vos talents. Vous allez prendre un papier, le plier en 2. D'un côté, vous allez mettre vos envies. Vous allez les hiérarchiser. De l'autre côté, en face des envies préférées, vous allez mettre les compétences dont vous avez besoin. De quelles ressources, de quelles compétences avez-vous besoin? De quels talents? De quelles aptitudes? Et puis, éventuellement, vous allez mettre en évidence des besoins de formation. Notez aussi vos peurs.
Les femmes, vous allez avoir le syndrome de l'imposteur qu'il va falloir dépasser. Notez-le. Manque de confiance en vous. Musclez un petit peu ça. Et puis, une fois que vous avez fait cet exercice, vous prenez une deuxième feuille de papier pliée en deux. Vous notez les plus et les moins pour chacun de vos projets préférés. Et là, une fois que vous avez identifié vos 2 ou 3 projets préférés, eh bien, vous connaissez votre raison de vous lever le matin. Qu'est-ce qui va faire que le matin, vous allez avoir envie de vous lever? Mesdames, sachez que l'entreprise est autant faite pour vous que pour les hommes. 50%, un peu plus même, de l'humanité sont des femmes. 80% des décisions d'achat sont faites par des femmes. Les femmes savent décider et les femmes représentent 80% du marché. Ce sont elles qui prennent les décisions d'achat. Donc, mesdames, vous connaissez parfaitement le marché, c'est vous qui achetez, vous êtes totalement légitime à la tête d'une entreprise et votre vision est forcément pertinente. Donc maintenant qu'on connaît votre raison de se lever le matin, on va passer à la deuxième clé, le bon lièvre. Il y a un proverbe qui dit qu'on ne court jamais 2 lièvres à la fois. Ben, je suis totalement d'accord avec ça. On ne court pas 2 lièvres à la fois, on en court 3. Alors pourquoi 3 ? D'abord, qu'est-ce qu'un lièvre ? Le lièvre, c'est l'entreprise cible, l'entreprise que vous visez, que vous souhaitez acheter. Si vous n'en cherchez qu'une, c'est trop risqué, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que peut-être, au bout de 6 mois, le vendeur va se dire « Oh bah finalement, elle n'est pas si mal, mon entreprise, je vais peut-être pas vendre, je vais peut-être encore rester 1 an ou 2. » Vous aurez perdu 6 mois à négocier pour rien. Pendant ce temps-là, pas de revenus, le temps court. Si vous n'avez pas d'autres projets en parallèle, ça fait mal. Deuxième hypothèse. Il faut savoir que le marché visible de la reprise d'entreprise, c'est 10 acheteurs pour un vendeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez négocier pendant plusieurs mois et peut-être que le vendeur, il va se retrouver plus facilement dans quelqu'un qui a un profil plus proche du sien. Donc peut-être aussi qu'au bout de quelques mois, il va vous dire « Désolé, j'ai accordé l'exclusivité de négociation à quelqu'un d'autre. » Pareil, vous redémarrez à zéro. Peut-être aussi que vous allez vous rendre compte au bout de quelques mois que cette entreprise, en creusant, finalement, il y a des cadavres dans le placard ou ça ne correspond pas vraiment à vos valeurs, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Peut-être que vous allez aussi abandonner. Donc, c'est toujours pareil, si vous n'avez pas d'autres projets en parallèle, retour à la case départ. Et puis, si vous n'avez qu'un seul lièvre, vous n'êtes pas en position de force pour négocier parce que si le deal tombe à l'eau, vous n'avez pas de plan B et pas de plan C. Donc 3 lièvres, c'est-à-dire 3 entreprises cibles et vous négociez en parallèle avec les 3 et vous serez en position de force. Alors une fois qu'on a compris ça, on va commencer à mieux cibler l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va choisir l'activité. Donc si je reprends ma Juliette, Juliette, quand elle a fait son petit exercice pour trouver sa raison de se lever le matin, elle se projette soit dans l'achat d'une jardinerie, soit dans l'achat d'une entreprise d'entretien d'espaces verts, ou soit du conseil en permaculture. Tout ça, ça répond à son besoin de nature et d'être au milieu des plantes. Elle pourra aussi exercer ses talents de manager, de gestion d'équipe. Par contre, elle a quand même identifié qu'elle avait besoin de se former en gestion d'entreprise. Donc ça, elle va le gérer en parallèle. Ensuite, ce qu'il faudra déterminer, c'est la taille de l'entreprise. Juliette, elle pense qu'une entreprise qui fait entre 1 et 2 millions de chiffre d'affaires, c'est bien, entre 5 et 10 personnes. Et puis, elle se demande quel statut. Donc, elle est partie sur une SAS parce que tout le monde lui conseille ça. Et puis, se trouve la localisation. Elle habite à La Rochelle, hein, souvenez-vous, et La Rochelle, elle s'y plaît bien, elle n'a pas vraiment envie de bouger de là. Donc, elle va rester dans un périmètre de 40 minutes de route autour de La Rochelle. Donc,
il n'y a pas 36 000 projets parce que géographiquement, elle est limitée. Donc, elle est quand même obligée de s'ouvrir sur autre chose que la jardinerie et aller chercher des entreprises sur des activités un petit peu plus larges. Et puis, son budget. Alors, Jeannette, elle a 250 000 euros d'apport. Elle peut viser une entreprise qui va coûter à peu près 1 million d'euros. Les financiers vont apporter les éléments les besoins complémentaires. Donc avec tous ces éléments, elle va à gauche remplir son parcours, son CV, à droite les données type de la typologie d'entreprise qu'elle cherche à racheter. Et là, avec ça, ça va lui donner sa fiche de cadrage. Donc sa fiche de cadrage, c'est ce qui va lui permettre d'aller à la recherche de son entreprise cible, à la recherche de ses 3 lièvres. Alors une fois qu'elle a ça, comment elle s'y prend ? Juliette, elle peut y aller seule, hein, c'est une grande fille. Sauf qu'y aller seule, c'est quand même un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Il faut savoir que sur le marché visible, rappelez-vous, c'est 10 acheteurs pour un vendeur. Et géographiquement, elle a un périmètre quand même assez réduit. Et puis, c'est un travail à temps plein de chercher une entreprise. Donc, 1 an sans revenu, il ne faut pas se louper, quoi. Il ne faut pas traîner. Bon, alors effectivement, il y a les petites annonces. Il y a BPI qui a un moteur de recherche qui est formidable pour ça. Il y a Fusac aussi qui a des annonces qui circulent régulièrement. Mais si ça ne suffit pas, elle peut aussi se former. Il existe des formations, divers organismes qui vont vous former à la reprise d'entreprise. Mais vous êtes quand même toujours seul derrière. Alors vous pouvez aussi vous faire accompagner. Donc l'intérêt de se faire accompagner par un expert, c'est que vous avez certes le marché visible, mais surtout vous avez le marché caché. Le marché caché, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des entreprises qui ne sont pas forcément à vendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises très rentables, les entreprises intéressantes, se trouvent sur le marché caché et en général sont rachetées, soit sont repris par l'entourage proche, soit sont rachetés par des fournisseurs ou par des clients, des gens qui sont déjà dans l'écosystème de l'entreprise. Donc nous, avec des experts, on peut aller chercher ces entreprises-là. Et là, notre Juliette, elle se retrouve seule face à un vendeur et elle n'est pas au milieu de 10 acheteurs. Et donc, elle est en position de force pour négocier. L'expert, il va aussi l'aider à analyser les entreprises présélectionnées, évaluer les risques, estimer la valeur, lui donner un argumentaire de négociation pour essayer de négocier au mieux le prix, ses intérêts. Il va lui ouvrir son réseau et son savoir-faire en termes de levée de fonds. Donc, il va l'aider à aller chercher les financements pour payer le complément par rapport à son apport. Et puis, il va l'accompagner jusqu'au bout avec un avocat, bien sûr, qui va rédiger la lettre d'intention, le protocole d'accord et puis l'acte final de cession, l'acte de vente. Donc tout ça, ça sécurise le projet. Et donc, Juliette, elle est quand même bien tentée par cette solution-là. Quoi que soit votre choix, l'essentiel, c'est de faire le premier pas. Donc, la question à se poser aujourd'hui, c'est quel est le premier pas que vous allez faire pour concrètement rentrer dans cette aventure. Alors, en conclusion, j'ai envie de vous dire, pas besoin d'hériter. Bien sûr, ça peut être un chèque négocié au départ, ça peut être des économies, ça peut être du love money dans votre entourage. Si l'entreprise est rentable, c'est facile à financer. Mais il faut trouver la bonne entreprise qui est rentable. Donc, mesdames, osez dépasser le syndrome de l'imposteur, musclez votre confiance en vous. Vous êtes autant légitimes que les hommes. Selon Women Equity, les entreprises dirigées par des femmes ont des performances économiques supérieures aux entreprises dirigées par des hommes. Donc les entreprises n'attendent que vous. Osez l'audace et l'ambition, voyez grand et réalisez-vous parce que la réalisation de soi, c'est au top de la pyramide de Maslow et c'est la reprise d'entreprise, c'est un moyen incroyable pour se réaliser. Donc, le monde des entrepreneurs a besoin de vous, d'entrepreneurs et d'entrepreneurs heureux. Voilà, donc je vais conclure par une citation de Coluche. Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Moi, j'espère que vous avez trouvé ça aussi passionnant que moi. Il nous reste une vingtaine de minutes pour les questions. Vous avez été extraordinaire. Moi, j'en ai une qui me vient à l'esprit. C'est
voilà, j'ai un poste intéressant dans une entreprise, j'ai envie de changer d'air, oui, j'ai envie de me lancer, mais j'ai de l'argent, j'ai un projet, mais j'hésite quand même. Vous avez souligné que c'était long, il faut du temps, il faut se donner du temps, il faut se faire accompagner, mais qu'est-ce que je fais? Je lâche mon job et je me lance, je plonge dans la piscine, je risque de perdre peut-être 1 an, peut-être davantage avant de pouvoir trouver quelque chose et d'aboutir. Est-ce que je m'arrête pour mieux chercher, aller plus vite? Quelle est votre opinion là-dessus, Catherine? Alors, j'ai vécu 15 ans en Normandie, donc je vais vous répondre, ça dépend. Alors oui, j'ai oublié de passer les slides. Je vais vous répondre, ça dépend. En fait, il y a un moment, il y a un point de bascule où, en fonction de votre degré de maturité, vous allez pouvoir prendre le risque de quitter votre job. Alors, c'est pas toujours si risqué, hein. Vous pouvez prendre un congé création d'entreprise. Il y a des moyens de quitter et de pouvoir revenir si besoin. Je pense qu'il est important de commencer à bien préparer son projet, de savoir quel type d'entreprise vous souhaitez racheter, de commencer à chercher, d'avoir réuni les sommes, s'assurer que vous avez bien l'apport suffisant pour accéder à l'entreprise que vous souhaitez racheter. Et il arrive un moment où vous commencez à rentrer en négociation avec une ou plusieurs entreprises, et là, ça devient extrêmement chronophage. Et pour courir après ces 3 lièvres à la fois, et ben là, ça devient un job à temps plein. Et à partir de ce moment-là, quand ça devient un job à temps plein, et ben effectivement, moi je conseille quand même de négocier son départ, ou idéalement peut-être de négocier à mi-temps, si on peut voilà, assurer un demi-revenu. Mais voilà, après il y a aussi des moyens, il y a l'ACRE, il y a des aides qui permettent aussi d'apporter un complément de revenu sur la première année. Mais voilà, il y a vraiment un degré de risque à mesurer qui n'est pas simple et qui est particulier à chaque fois. Donc, effectivement, c'est un peu en fonction de chacun, en fonction de la maturité aussi peut-être que l'on a de se lancer, et dans son appétit au risque. Mais il y a un moment où quand même il faut oser. Voilà, il faut vraiment oser. Ok, alors j'ai un peu de mal à récupérer les questions, donc on va un petit peu improviser. Vous pouvez peut-être nous parler de votre expérience à vous de repreneur. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Quels sont les grands enseignements? Vous nous les avez partagés et vous les partagez dans l'accompagnement que vous faites. Mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans vos expériences? Alors moi j'ai étudié plusieurs projets de reprise. Alors j'étais déjà dans le conseil en création, développement, transmission d'entreprise depuis 15 ans. Donc moi j'ai observé pendant 15 ans avant de me lancer. Par contre, quand j'y suis allée, j'ai fait un grand saut parce que j'ai revendu ma maison pour y aller, mais j'avais vraiment étudié pendant 15 ans ce que je voulais faire derrière, donc je savais ce que je faisais. C'est pas du tout un conseil que je donnerais à tout le monde, bien sûr. Moi, j'avais déjà mon entreprise de conseil, donc ça a été facile pour moi de diminuer progressivement mon activité pour me consacrer progressivement de plus en plus à cette reprise. J'ai étudié plusieurs projets. J'ai testé le vendeur qui, au fur et à mesure que les mois passent, est de moins en moins vendeur et augmente le prix et durcit les conditions. J'avais heureusement plusieurs lièvres au chaud. Donc j'ai finalement racheté une entreprise industrielle. En fait, il y avait plusieurs entreprises. J'ai aussi testé le vendeur qui, une fois qu'on s'était mis d'accord oralement, me rappelle, c'était un vendredi, et le lundi il m'appelle en me disant j'ai réfléchi, finalement c'est pas assez cher, parce que si, parce que ça, etc. Donc là il faut avoir un peu de courage. Je lui ai dit il faut être en position de force pour dire non. Donc je lui ai dit écoutez, votre entreprise elle m'intéresse à un certain prix, le prix pour lequel on s'est mis d'accord vendredi. Maintenant si vous changez les conditions, je suis pas intéressée, donc au revoir monsieur.
Et là, il m'a dit « Ah non, 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 mais attendez. » Voilà. Donc ça, on peut le faire quand on est en position de force, quand on a plusieurs projets en parallèle. Donc ça, c'est un élément fort. J'ai eu aussi quelques petites surprises avec des banques. Donc là, c'est pareil. Moi, j'avais démarché 3 banques et au dernier moment, j'ai dû aller rechercher d'autres banques parce que souvent, il faut, sur des PME, c'est 2 ou 3 banques qu'il faut. Donc il faut vraiment aller en chercher plusieurs pour pas être obligé d'accepter des conditions qui ne nous conviennent pas au dernier moment. Vous évoquiez, Catherine, le vendeur. Alors, quelquefois, est-ce que l'une des conditions de bonne reprise, finalement, ça n'est pas de négocier, si on le peut, avec le vendeur, un accompagnement dans la durée, un départ en sifflet, si je puis dire? C'est probablement très compliqué, mais quel est votre sentiment sur ce type de négociation avec le vendeur? Alors, pareil, ça va dépendre aussi de beaucoup de critères, notamment, est-ce qu'on reprend une entreprise dans un domaine, dans une activité que l'on connaît? Si on est dans l'agroalimentaire et qu'on rachète une entreprise dans l'agroalimentaire, a priori, on connaît un peu le sujet. Par contre, si on vient d'un tout autre domaine, là, il faut vraiment négocier un accompagnement beaucoup plus long. Ça dépend aussi des tempéraments. Il y a des gens qui se sentent sécurisés avec 1 an d'accompagnement, et puis il y a des gens qui ont envie de liberté, de faire comme ils ont envie. C'est souvent un moteur fort chez les repreneurs ou créateurs d'entreprises. C'est envie de faire comme ils l'entendent. Et voilà, moi j'en connais aussi beaucoup qui disent mais moi 3 mois ça va être trop long. Au bout d'1 mois ça va aller bien quoi. Donc j'ai envie de dire la moyenne c'est 3 mois. On peut aussi tout à fait négocier au début un temps plein et puis au bout de X semaines on descend progressivement et on fait aussi un accompagnement en sifflet et on peut aussi demander aux vendeurs, normalement l'accompagnement est inclus dans le prix de vente, mais aussi, on peut aussi au bout de quelques mois demander aux vendeurs qui nous facturent ces prestations et puis qu'ils soient disponibles de manière souple quand c'est possible. Ça c'est l'idéal. C'est une modalité effectivement à laquelle on ne pense pas forcément. Une autre question, vous avez évoqué les biais cachés, enfin les barrières que se met une femme peut-être dans le cadre de sa recherche, peut-être liées à des secteurs d'activité sur lesquels on voit davantage de représentation masculine. Est-ce que on peut un petit peu appuyer sur ce qui permet aussi de vaincre, par exemple, les réticences de certains vendeurs qui pourraient se dire mon entreprise de BTP, c'est quand même un métier dur, l'industrie c'est exigeant, ou finalement l'informatique c'est pas non plus pour les femmes. Comment est-ce qu'on peut d'abord vaincre ses propres barrières et puis bien aborder ces réticences, alors avouées ou pas d'ailleurs? Merci. Alors effectivement, les réticences ne sont pas toujours conscientes. Là, on parle de l'inconscient collectif et on se rend compte, si je prends l'exemple des banquiers qui ont l'habitude quand même de recevoir des repreneurs et d'avoir des financements, que même les femmes banquières ont des biais de perception. Alors qu'elles sont pleines de bonne volonté, mais malgré tout, cet inconscient collectif est très très fort. Donc déjà, mesdames, ayez confiance en vous. Vous êtes autant légitimes que les hommes. Les entreprises dirigées par des femmes sont plus performantes que celles dirigées par les hommes, et les femmes remboursent mieux leurs emprunts que les hommes. Il faut aussi savoir que les femmes ne demandent juste ce dont elles ont besoin. Alors qu'en fait, moi je vous conseille vraiment de négocier un peu plus parce que s'il y a un obstacle et que vous avez un peu de marge de manœuvre, vous allez le sauter l'obstacle. Si vous êtes trop ric-rac, vous allez vous prendre les pieds dans l'obstacle et vous risquez de chuter à la première occasion. Donc demandez un peu plus, les banques sont ouvertes à ça, les banques aiment les personnes ambitieuses, donc n'ayez pas peur de demander. En fait, on peut faire le parallèle avec les femmes qui osent aller demander une augmentation.
en entreprise. Les hommes n'ont aucun problème à aller demander une augmentation à leur chef dès qu'ils pensent qu'ils ont fait quelque chose de bien. Les femmes ne le demandent jamais. Allez voir le témoignage de Christine Lagarde sur le sujet, elle en parle très bien. Voilà, donc mesdames, osez demander. Les hommes osent demander et ça se passe bien. Voyez grand, tout est possible. Donc, mais déjà, commencez par vaincre vos propres peurs, dépasser votre syndrome de l'imposteur, identifier vos croyances limitantes. C'est pas parce que votre mère n'a pas travaillé ou qu'il y a des histoires familiales ou enfin je ne sais pour quelle raison, mais vous écoutez votre petite voix intérieure, de quoi avez-vous envie? Et si vous avez envie, c'est le meilleur moteur pour y aller. Donc il faut vraiment oser. Et si face à vous, vous avez un vendeur, un investisseur, un banquier ou une banquière, hein, les femmes ont aussi ces mêmes biais de perception, qui n'est pas convaincu que vous pouvez y arriver parce que vous êtes une femme, et ben, c'est que vous n'êtes pas en face du bon interlocuteur. Donc changez d'interlocuteur, changez de crèmerie, changez de banque, mais voilà, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place. Allez chercher ailleurs quelqu'un qui va croire en vous, parce que voilà, moi je suis convaincue que les femmes sont au moins aussi brillantes que les hommes dans la reprise d'entreprise. Alors on a trouvé l'entreprise, on a mis toutes les chances de notre côté. Juliette a été un petit peu ambitieuse dans la présentation de ses besoins à son banquier qui l'a suivi. Ça d'ailleurs c'est une conclusion effectivement à laquelle qui avait été mise en évidence par une étude de BPI France sur les femmes. Elles demandent trop peu de financement, et non seulement ça peut être effectivement un vrai problème en cas de coup dur, mais c'est aussi parfois ressenti comme un manque d'ambition, et c'est par conséquent finalement une mauvaise idée que de vouloir être certain de tout tenir. On a mis toutes les chances de notre côté, tout va bien, mais le marché change, grosse sécheresse. Bon, la jardinerie n'est pas mon domaine de prédilection, mais gros problème. Juliette a des difficultés. Comment fait-elle pour faire face? Comment rebondit-on si le projet capote? Ça peut arriver. On se remet en situation de rechercher, de reprendre. Quel est votre avis? C'est pas facile. Le projet capote, c'est-à-dire qu'elle la reprise. Tu l'as racheté? Non, elle a racheté. Elle a racheté et malheureusement ça se passe mal. Derrière, il ne faut pas s'interdire de repartir, de rebondir, d'avoir un nouveau projet de reprise. Vous avez déjà rencontré ce type de situation? Merci. Eh ben, on sait que toutes les success stories, on parle toujours du succès, hein. C'est comme les sportifs, celui qui saute X mètres à la barre, eh ben, il a fait tomber la barre des milliers de fois avant de pouvoir la passer. L'entreprise, c'est pareil, il faut vraiment prendre pour l'exemple les Américains. Le mot échec est un facteur de succès là-bas. Un banquier va vous dire que s'il a échoué 3 fois, et ben c'est bon, il a compris et cette fois-ci il va réussir. Alors je dis pas qu'il faut échouer 3 fois, hein. Moi je suis persuadée que la reprise d'entreprise est moins risquée que la création d'entreprise, parce qu'on part avec un volume d'affaires, avec un business. Il y a beaucoup moins de risques dans la reprise d'entreprise que dans la création, où souvent il faut 2-3 ans pour atteindre son seuil de rentabilité. Normalement en reprise il est atteint tout de suite. Alors c'est vrai qu'on est quand même dans une période troublée, avec une visibilité qui a été très réduite ces 2 dernières années. Il y a des secteurs qui ont été beaucoup touchés, mais bien sûr qu'on peut rebondir. Une expérience malheureuse est enrichissante, et alors il va se poser évidemment le sujet des fonds pour redémarrer si on a mis toutes ces économies dans l'entreprise. Moi je conseille bien évidemment de garder quand même un petit peu pour pas se retrouver en queue de côte sur le trottoir si ça se passe mal, mais voilà, soyez vraiment exigeants dans vos négociations avec les banques. Je pense que quand vous avez aussi la contre-garantie de la BPI, le banquier n'est pas supposé vous demander vos garanties. Bon voilà, il y a des petites astuces comme ça à savoir.
Et après, il y a des organismes formidables pour vous accompagner. Il y a 60 000 rebonds qui est là pour accompagner les dirigeants. Moi, j'aime pas parler d'échec, je parle plutôt d'expérience. Parce qu'une expérience est toujours enrichissante et on repart toujours du bon pied derrière. Donc, il faut s'autoriser. Après, chacun a met le curseur là où il le peut par rapport au risque. À vous de mesurer jusqu'où vous êtes prêt à aller dans le risque, mais surtout dites-vous que voilà, on a le droit de se tromper. On n'a pas non plus une boule de cristal. On l'a vu il y a 2 ans, si on nous avait expliqué ce qui allait se passer derrière, personne n'aurait cru. Donc voilà, il faut vraiment vivre ça comme une expérience et avec envie, avec plaisir. Pour moi, c'est le plaisir qui doit vous guider et quand le plaisir est là, on a l'énergie et on trouve les solutions pour avancer. Un sujet qui peut être compliqué aussi, alors on fait quelques allers-retours, mais c'est le jeu des questions-réponses. Un sujet qui peut être compliqué. Les difficultés peuvent arriver aussi d'une transaction mal rédigée, de clauses qui n'ont pas été prévues. Un petit retour sur ces indispensables. Alors effectivement, je dis que c'est pas risqué la création d'entreprises, mais à condition de les faire dans les règles de l'art. J'ai en tête effectivement 2 jeunes hommes qui ont hérité d'entreprises familiales. Ils dirigent déjà plusieurs sociétés, ils sont compétents, ils savent tout bien faire, leurs entreprises fonctionnent bien, ils font de la croissance externe, ils rachètent une petite PME pour gagner des parts de marché. Sauf que dans cette entreprise, il y a des stocks déportés chez les clients, c'est-à-dire des stocks qui appartiennent à l'entreprise, mais qui sont géographiquement chez les clients. Ils se sont crus plus malins que tout le monde. Ils n'ont pas voulu faire d'audit pour économiser les honoraires de l'audit. Ils ont certes économisé 5 ou 10 000 euros, mais derrière, sur les 2 millions de stocks qui étaient au bilan, il y avait 1 million de stocks qui étaient disparates chez tous les clients. Et en fait, quand ils ont racheté, les clients disaient « Ah bah non, nous on n'a pas ça chez nous. Ah bah non, ces produits ne sont pas chez nous. » Ou « Ah bah on ne retrouve que la moitié. » Le vendeur, il n'y avait aucune traçabilité sur les stocks exportés, il n'y avait pas d'écrit. Les clients étaient mal organisés, c'était des petits artisans et peut-être que certains étaient de mauvaise foi. En fait, il y a eu une perte de 1 million d'euros sur les stocks qu'ils ont dû, au bout d'1 an ou 2, constater et ils ont déposé le bilan et ils ont tout perdu. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, l'inventaire contradictoire sur les stocks, c'est incontournable, c'est trop dangereux de ne pas tout vérifier. Bon, voilà, c'est 1 journée ou 2 mobilisés là-dessus, mais ça, c'est vraiment hyper important. Et puis, vraiment, voilà, regardez tout. Au moment de la signature des actes, vous avez plusieurs semaines pour tout auditer. Faites-vous accompagner si vous ne savez pas faire, mais vraiment, ça, c'est trop risqué. Alors, une toute dernière question, je la pose très très vite. Les réseaux d'accompagnement, quand on est une femme ou quand on est un repreneur, on a 1 minute 30 à peine pour vous répondre, c'est compliqué. D'accord, merci. Alors, vous avez Réseau Entreprendre, bien évidemment. Voilà, moi j'ai passé 25 ans 10 ans chez Réseau Entreprendre et 15 ans de bénévolat, je ne peux que vous le conseiller. Vous avez aussi dans les chambres de commerce des plateformes d'initiative locale, donc dans le 92, c'est Haute-Seine Initiative, HDI. Vous avez les femmes chefs d'entreprise, donc là je suis aussi présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise dans le 92, donc c'est aussi un réseau d'entraide et de partage d'expériences. Et puis voilà, il y a une multitude de réseaux d'accompagnement et bien sûr à la BPI, il y a les accélérateurs qui vont vous donner des ailes et vous permettre d'avoir de connaître toutes les clés de succès et de réussite et vraiment c'est extrêmement performant pour booster les entreprises et développer des croissances. Donc s'appuyer sur les réseaux autant que possible. Bien sûr, le réseau est important. Pour voilà, la solitude du dirigeant, c'est lourd à porter. Donc, entourez-vous d'autres entrepreneurs.
échanger vos expériences. Et vous avez aussi des prêts d'honneur chez Réseau Entreprendre, dans les réseaux initiatives.